Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un sujet incontournable et souvent mal compris, OpenID Connect et le protocole OAuth 2 avec Spring. Cette vidéo s'adresse à un développeur déjà confirmé. Nous allons d'abord poser les concepts proprement, puis les mettre en pratique avec Spring, côté client comme côté serveur de ressources. Au programme, le problème que résout OAuth 2, c'est quatre rôles, la différence cruciale entre autorisation et authentification, les différents jetons, le flux du code d'autorisation, la protection PKCE, puis la configuration concrète du bouton Se connecter avec Google, et enfin la protection d'une interface de programmation par jeton. Installez-vous, c'est parti. Commençons par le problème. Imaginez une application qui veut permettre à ses utilisateurs de se connecter avec leur compte Google ou d'accéder à leurs photos stockées sur un autre service. La mauvaise solution serait de demander à l'utilisateur son mot de passe Google pour s'en servir à sa place. C'est dangereux et tout simplement inacceptable. OVOS 2 répond exactement à ce besoin. Il permet à une application d'obtenir un accès limité sans jamais voir le mot de passe de l'utilisateur. L'utilisateur s'authentifie directement auprès du service de confiance et votre application ne reçoit qu'un jeton avec des droits précis et limités dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'accès délégué. OAS 2 définit quatre rôles qu'il faut absolument distinguer. Premièrement, le propriétaire de la ressource, c'est l'utilisateur, la personne qui possède les données. Deuxièmement, le client, c'est votre application, celle qui veut accéder aux données. Troisièmement, le serveur d'autorisation, c'est lui qui authentifie l'utilisateur et délivre les jetons. Pour Google, c'est le serveur de connexion de Google. Et quatrièmement, le serveur de ressources, c'est l'interface de programmation qui détient les données protégées et qui exige un jeton valide pour y donner accès. Gardez bien ces quatre rôles en tête, toute la mécanique d'OAuth 2 n'est qu'une conversation entre eux. Voici la distinction la plus importante de toute cette vidéo, celle que beaucoup confondent. OAuth 2 est un protocole d'autorisation. Il répond à la question: cette application a-t-elle le droit d'accéder à telle ressource? Il parle de permission, pas d'identité. OpenID Connect, lui, est une couche bâtie au-dessus d'OAuth 2 qui ajoute l'authentification. Il répond à la question: qui est cet utilisateur? En clair, utilisez OAuth 2 seul pour accéder à une interface de programmation au nom de l'utilisateur et utilisez OpenID Connect quand vous voulez connecter l'utilisateur, c'est-à-dire connaître son identité. Le bouton Se connecter avec Google, par exemple, c'est OpenID Connect. Parlons des jetons, car OAuth 2 en manipule plusieurs, à ne pas confondre. Le premier est le jeton d'accès. L'access token, c'est le laissez-passer que le client présente au serveur de ressources pour accéder aux données. Il est volontairement à durée de vie courte. Le deuxième est le jeton de rafraîchissement. Le refresh token, à durée de vie longue, il sert à obtenir un nouveau jeton d'accès sans redemander la connexion. Le troisième n'existe qu'avec OpenID Connect, c'est le jeton d'identité, l'ID token. Il décrit l'utilisateur avec ses revendications, ses claims, son adresse électronique, son nom. Enfin, le jeton d'accès porte des portées, des scopes, qui précisent ce à quoi il donne droit. Venons-en au cœur du sujet, le flux du code d'autorisation. Le flux le plus courant et le plus sûr. Étape 1, l'utilisateur clique sur Se connecter et votre application le redirige vers le serveur d'autorisation. Étape 2, l'utilisateur s'authentifie directement là-bas, puis donne son consentement. Étape 3, le serveur le renvoie vers votre application avec un code d'autorisation temporaire dans l'adresse de redirection. Étape 4, et c'est la plus importante, votre application, côté serveur, échange ce code contre les jetons en s'authentifiant elle-même auprès du serveur d'autorisation. Pourquoi un code intermédiaire plutôt que le jeton directement? Parce que le code transite par le navigateur, zone peu sûre, tandis que l'échange final se fait de serveur à l'abri des regards. Ce flux pose un problème pour les clients qui ne peuvent pas garder de secret, les applications mobiles ou les applications web monopage qui tournent dans le navigateur. Sans secret, comment prouver que c'est bien la même application qui échange le code? La réponse est la protection PKCE. Le principe est élégant. Au tout début, le client invente un secret aléatoire et éphémère, puis en calcule une empreinte. Il envoie l'empreinte avec la première demande et le secret original seulement lors de l'échange du code. Le serveur d'autorisation vérifie que l'empreinte correspond bien au secret. Ainsi, même si un attaquant intercepte le code, il ne peut pas l'échanger sans le secret original. Aujourd'hui, la protection PKCE est recommandée pour tous les clients, même ceux qui ont un secret. Côté Spring, trois modules se partagent le travail et il faut choisir le bon. Le premier est le client OAuth 2, c'est lui qu'on utilise pour le bouton Se connecter avec Google. Votre application devient un client qui délègue l'authentification. Le deuxième est le serveur de ressources, c'est lui qu'on utilise pour protéger une interface de programmation en validant les jetons d'accès reçus dans les requêtes. Le troisième est le serveur d'autorisation. Plus rare, on ne l'utilise que si l'on veut émettre soi-même les jetons, c'est-à-dire devenir son propre Google. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur les deux cas les plus fréquents, d'abord le client,
puis le serveur de ressources. Passons à la pratique avec le client. Première chose, la dépendance, le démarreur client OAuth 2. Ensuite, toute la configuration tient dans le fichier de propriété. On y déclare une inscription de client, un identifiant de client, un secret de client et la liste des portées souhaitées, par exemple le profil et l'adresse électronique. On déclare aussi le fournisseur, ici Google avec ses adresses. Bonne nouvelle, pour les fournisseurs connus comme Google, Spring connaît déjà ces adresses, il suffit donc de très peu de lignes. L'identifiant et le secret, eux, s'obtiennent dans la console du fournisseur et ne doivent jamais être écrits en dur dans le code. Voyons maintenant la configuration de sécurité du client. Dans le Security Filter Chain, on active simplement la connexion OAuth 2 et c'est presque tout. Spring met alors en place, pour vous, tout le flux du code d'autorisation que nous avons décrit, la redirection vers Google, la réception du code, l'échange contre les jetons et même la protection PKCE. Vous pouvez bien sûr personnaliser la page de connexion, l'adresse de redirection après succès ou la gestion des erreurs. Mais dans sa version la plus simple, une seule ligne suffit à transformer votre application en client OpenID Connect fonctionnel. C'est toute la puissance de Spring, la complexité du protocole est gérée pour vous. Une fois l'utilisateur connecté, comment récupérer son identité? Spring place dans le contexte de sécurité un objet qui représente l'utilisateur authentifié. Avec OpenID Connect, c'est un objet utilisateur OpenID Connect. Avec OAuth 2 simple, c'est un objet utilisateur OAuth 2. Dans un contrôleur, on y accède grâce à la notation authentification principale posée sur un paramètre de la méthode. À partir de cet objet, on lit les revendications, les claims, le nom, l'adresse électronique, l'identifiant unique de l'utilisateur chez le fournisseur. On peut aussi accéder aux autorités accordées. Vous disposez ainsi directement dans votre code de toutes les informations de profil renvoyées par Google, prêtes à l'emploi. En pratique, on veut souvent faire le lien entre l'utilisateur Google et un utilisateur de notre propre base. Pour cela, on fournit un service utilisateur personnalisé. L'idée, on part du service par défaut de Spring qui va chercher le profil chez le fournisseur, puis on ajoute notre logique. Par exemple, rechercher l'utilisateur dans notre base par son adresse électronique. S'il n'existe pas, le créer automatiquement, puis lui attribuer nos propres rôles applicatifs. On renvoie alors un utilisateur enrichi qui combine les informations de Google et les nôtres. C'est le point d'extension idéal pour intégrer une connexion externe dans une application qui possède déjà ses propres utilisateurs et ses propres rôles. Changeons de casquette. Jusqu'ici, notre application était un client. Voyons maintenant le second cas, le serveur de ressources. Ici, notre application expose une interface de programmation et veut la protéger. Elle ne gère ni connexion ni redirection, elle attend simplement, sur chaque requête, un jeton d'accès valide présenté dans l'entête, précédé du mot bearer. Son seul travail est de valider ce jeton, vérifier sa signature, son émetteur, sa date d'expiration et le cas échéant son audience. La dépendance à utiliser est le démarreur serveur de ressources OAuth 2. C'est l'approche idéale pour une interface sans état au cœur d'une architecture en microservices. La configuration du serveur de ressources est remarquablement courte. Dans le Security Filter Chain, on active le serveur de ressources OAuth 2 en précisant que les jetons sont au format JWT. Puis, dans le fichier de propriété, on indique une seule chose essentielle, l'adresse de l'émetteur, l'issue URI, c'est-à-dire l'adresse du serveur d'autorisation de confiance. À partir de là, la magie opère. Au démarrage, Spring récupère automatiquement, auprès de l'émetteur, les clés publiques de signature, via le point d'accès JWKS. Ensuite, pour chaque requête, il valide le jeton tout seul, signature, expiration, émetteur. Vous n'écrivez aucune logique de validation, tout est automatique. Reste une question, comment passer des portées du jeton à de vraies règles d'autorisation? Par défaut, Spring transforme chaque portée du jeton en une autorité préfixée par le mot scope. Ainsi, une portée nommée lecture devient l'autorité scope lecture. Vous pouvez alors protéger vos méthodes très simplement avec l'annotation preauthorize et la fonction asAuthority suivie du nom de la portée. Si vous préférez raisonner en rôle ou lire les rôles depuis une revendication particulière du jeton, vous pouvez fournir un convertisseur personnalisé, le JWT Authentication Converter, qui décide comment transformer le contenu du jeton en autorité. Vous gardez ainsi un contrôle total sur la correspondance entre le jeton et vos règles métiers. Avant de conclure, quelques bonnes pratiques et pièges à éviter. Premièrement, toujours, absolument toujours, servir tout cela en HTTPS, un jeton intercepté c'est un compte compromis. Deuxièmement, valider systématiquement l'émetteur et l'audience du jeton pour qu'un jeton émis pour un autre service ne soit pas accepté chez vous. Troisièmement, gardez les jetons d'accès à durée de vie courte et appuyez-vous sur le jeton de rafraîchissement. Quatrièmement, utilisez toujours la protection PKCE pour les clients publics. Et enfin, le piège conceptuel le plus courant, n'utilisez pas un simple jeton d'accès comme preuve d'identité.
Pour authentifier un utilisateur, c'est le jeton d'identité d'OpenID Connect qui fait foi, pas le jeton d'accès. Ne confondez jamais autorisation et authentification. Récapitulons. OAuth 2 est un protocole d'autorisation qui permet un accès délégué sans jamais partager le mot de passe. OpenID Connect ajoute par-dessus l'authentification avec le jeton d'identité. Retenez les 4 rôles: le propriétaire, le client, le serveur d'autorisation et le serveur de ressources. Le flux du code d'autorisation, renforcé par la protection PKCE et la pierre angulaire. Côté Spring, deux usages principaux: le client avec une seule ligne de connexion OAuth 2 pour le bouton Se connecter avec Google et le serveur de ressources qui valide les jetons tout seul à partir de la simple adresse de l'émetteur. Et surtout, ne confondez jamais autorisation et authentification. C'est l'erreur numéro 1. Voilà, vous avez maintenant une vision claire et complète d'OAuth 2 et d'OpenID Connect avec Spring, des concepts jusqu'à la configuration concrète, côté client comme côté serveur de ressources. Le meilleur moyen d'ancrer tout cela, c'est de créer une petite application, de brancher une connexion Google, puis de protéger une interface de programmation par jeton. Vous verrez à quel point Spring rend tout cela simple une fois les concepts en place. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec votre équipe et abonnez-vous pour la suite. Avec les 3 dernières vidéos, vous avez désormais une base de sécurité solide pour vos applications Spring. Merci de m'avoir suivi et bon code à toutes et à tous.